Hello Jedi, comment tu vas? Je vais très très bien. Je reviens de quelques jours à Copenhague, au Danemark. On pourra en parler si tu veux. Et sinon, toi, comment tu vas? Mais écoute, ça va très bien. Pour l'épisode numéro 58 du Farmspot, c'est le dernier, je pense, de l'année pour les auditeurs. Il sera Je pense publié que l'année, ouais. Ouais. le prochain, nous on va le tourner avant la fin de l'année, le prochain, mais pour les auditeurs, ce sera le début janvier 2022. Écoute, ouais, moi je veux bien que tu me parles de Copenhague. Qu'est-ce que c'est, Je t'ai enfin, déjà tout raconté, mais je vais quand même ouais, parler raconte pour l'audience du petit la trip pour partie qui est l'audience intéressante. qui est intéressante. Ouais. Moi, je suis parti 3 jours à Copenhague avec ma copine. Ça s'est très très bien passé. J'ai adoré la ville pour plein de raisons. Et pour plein de raisons, pour la bouffe, on a extrêmement bien mangé. Mhm. On m'a aussi un peu expliqué le pourquoi il y a tant de bons restaurants dans Copenhague. Euh, et euh, et j'ai pas fait le meilleur des restaurants de Copenhague encore parce que le booking est très long de ce Mhm. restaurant-là. Mais en tout cas, on m'a expliqué un peu la genèse de pourquoi il y a autant de bons restaurants. La ville est très belle, l'architecture est très très belle. Les gens, on n'a pas eu l'occasion de parler avec beaucoup de Danois, donc on ne sait pas s'ils sont sympas ou pas, mais en tout cas de loin, ils ont pas l'air méchants. Les Danois et les Danois sont très beaux, hommes et femmes, comme on le disait, sont très très beaux. Ils se sapent plutôt bien, ils sont plutôt tous bien sapés. Enfin, en tout cas, j'aime bien leur architecture et leur mode en général. Et la ville est très stylée parce qu'en gros, tu as la mer qui passe au milieu de la ville et tu as l'impression que c'est comme à Amsterdam, je veux dire, enfin, tu as l'impression que c'est que c'est comme la Seine, on va dire, mais en réalité, c'est de l'eau salée. Et du coup, la nourriture qui vient de là, etc., est totalement différente. Donc, il y a beaucoup plus de poissons d'eau salée, du coup, dans la cuisine. Et la nourriture n'est pas du tout la même et les saveurs sont pas du tout les mêmes. Donc, c'était très, très cool. Et alors, le deuxième jour, on avait booké un 360. Donc, c'est quoi un 360? C'est tu vas à 20 minutes de la ville, près d'un port, et tu débarques là. Et en fait, pendant 1 heure, tu vas faire une initiation au froid. Mhm. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu as un mec, on était 10, tu as un mec qui nous coach un peu et qui nous explique, qui est d'ailleurs, j'ai parlé Wim Hof lors de ma présentation parce qu'il fallait qu'on se présente chacun. Donc, je dis, il y a un truc, je regarde beaucoup de vidéos de Wim Hof sur YouTube. Donc, c'est là que j'ai découvert tout ce rapport avec le froid, etc. Mais je déteste le froid. Faut savoir que moi, je suis un grand frileux. Et la douche froide, c'est un supplice pour moi et je ne peux pas prendre de douche froide. Je n'arrive pas. Enfin, j'ai déjà essayé plein de fois, mais c'est impossible pour moi. Donc, je suis un grand frileux. J'ai très vite froid. Et donc, j'ai dit, bah, c'est un bon challenge ici pour s'y mettre. Et donc, le 360, c'est quoi? C'est un petit parcours que tu fais à 10. La première étape, c'est de se foutre en maillot de bain. C'est de sortir à l'extérieur. Tu as une petite cabine où tu te changes. Après, c'est de se foutre à l'extérieur. Donc, déjà, à l'extérieur, il fait froid. En maillot de bain, ça fait tout bizarre. Et après, c'est d'aller sur un ponton qui est au-dessus de l'eau. C'est de l'eau de mer. Et de s'immerger pendant 1 minute, enfin 45 secondes, 1 minute dans l'eau de mer. Mhm. Et c'est de t'immerger totalement, sauf la tête, enfin, jusqu'aux épaules. Tu fais ça une fois. Ensuite, tu vas dans un sauna pendant 10 minutes. Tu sors du sauna, tu vas de nouveau dans la même eau pendant le même laps de temps. Alors là, le moniteur te pousse à rester un tout petit peu plus longtemps parce qu'il dit, bon, bah, maintenant tu sais la sensation que ça fait. Tu es tout chaud en sortant du sauna. Donc, normalement, tu peux rester un peu plus longtemps. Et il te donne quelques techniques aussi avant de faire tout ça. Et du coup, la première fois que tu rentres dans l'eau, c'est dur d'appliquer les techniques. La deuxième fois, c'est déjà un peu plus. Vu que tu connais l'expérience de qu'est-ce que ça fait, bah, tu peux mentalement prévoir le fait que quand tu seras dans l'eau, il faudra utiliser la technique. En fait, c'est assez simple. La seule façon de te réchauffer côté dans le froid, c'est ta respiration. Et en fait, quand tu rentres dans l'eau gelée, elle est à 6 degrés, le réflexe de base de ton corps, ça va être de hyperventiler. Donc, en fait, dès que tu rentres dans l'eau, tu commences à inhaler de l'air et expirer de l'air super vite. Mais c'est pas toi qui le veux, quoi. C'est ton corps qui commence à faire ça. Et en fait, il fait juste ça je sais pas pourquoi il fait ça, en fait. Je pense que c'est juste pour essayer de faire circuler du sang plus vite.
pour justement réchauffer le corps. Et en fait, il dit quelque chose qu'il faut faire, c'est contrôler ça et essayer d'inhaler et d'expirer de l'air lentement et de façon très intense. Et surtout sur l'expiration, il faut avoir une expiration très forte et très longue. Et en fait, ça va calmer ton corps, ça va réguler la température et tu vas voir que ton corps va commencer tout doucement à se réchauffer, même si tu es dans l'eau. Et effectivement, ça marche et bon. Donc, tu fais ça, tu ressors encore une fois de l'eau, tu revas dans le sauna et après, Mhm. là, tu vas dans un bain gelé. Donc, c'est un bain qui est un tout petit peu plus froid que l'eau de la mer. Il explique pourquoi. Enfin, non, lui, il dit que c'est pas plus froid. Enfin, la température est quelques degrés en dessous, mais il explique que la sensation n'est pas censée être plus froide pour une raison, c'est que dans l'eau de mer, c'est de l'eau nouvelle en permanence qui effleure ta peau. Donc, quand tu rentres dans l'eau, elle est à 6 degrés. Ce qui se passe dans de l'eau qui bouge pas, donc par exemple, quand tu rentres dans un bain, ce qui se passe, c'est que la température de l'eau augmente petit à petit et les gouttes d'eau qui sont contre ta peau, elles sont à 6 degrés. Au bout de 10 secondes, elles sont à 6,1, 6,2, 6,3 et donc Mhm. naturellement, l'eau autour de toi chauffe. Alors que enfin, elle s'adapte et tu es censé d'avoir de moins en moins froid. Alors que dans l'eau de mer, c'est pas du tout la même chose parce que les gouttes qui te touchent, c'est toujours des nouvelles gouttes, vu que c'est de la mer. Tu vois, c'est pas de l'eau stagnante en mer. Elle circule tout le temps. Donc en fait, elle est toujours à 6 degrés. Donc tu as toujours froid. Euh, et donc il nous expliquait ça. Bon, dans le bain d'eau glacée, moi, je n'ai pas réussi à rester plus longtemps que la mer. Et je pense que c'est plutôt psychologique. Et après ça, tu finis dans un bain norvégien très chaud. Bon, tout ça pour je vous ai raconté tout le 360. Vous pourrez aller le faire. Ça dure 1 heure. C'est très cool. Vraiment, je vous conseille de le faire. C'est au. Attendez, je vais même vous donner le nom. C'est au Copenhut. Copenhut à Copenhague. Voilà, le nom du truc. Vous Intéressant. direz que vous venez de moi. Euh, Par contre, la partie cool dans tout ça, c'est que en fait, il y avait un mec qui était en retard. Donc, tu as une famille qui se présente, 2 filles et le père. Et elle disait, il y a notre frère qui est en retard. Et c'était le tout dernier. Donc, on commence déjà à faire le truc, la première vague d'eau froide, Mhm. sauna, et on retourne de l'eau froide. Et donc, tu as le frère qui débarque, qui est un peu en retard, 15 minutes en retard. Et je vois la tête du mec, je me dis, putain, lui, je le connais de quelque part, mais je sais pas qui c'est, je le connais. Et moi, quand j'ai l'impression de connaître quelqu'un, comme tout le monde, je commence à fixer le mec et je le lâche pas, quoi. Je le fixe et je vois que le mec commence hyper mal à l'aise, il sourit et tout, mais il sait pas pourquoi je suis en train de le fixer. Et même quand j'étais dans l'eau, parce que c'était à mon tour, on faisait ça tour par tour, j'étais en train de le fixer dans l'eau et le mec trouvait ça trop chelou. Donc après, on va dans le sauna et vu qu'il était en retard, il s'était pas présenté. Donc là, il commence à se présenter et dit oui, bon, moi, je viens de New Jersey et c'est Tyler. Et je me dis, ok, c'est bon, c'est lui. En fait, ce mec-là, c'est Tyler. C'est le mec qui a remplacé D-Rock sur tout ce qui est vlog, montage vidéo de Gary Vaynerchuk. Donc en gros, Gary Vaynerchuk, comme vous le savez, il a une chaîne YouTube avec des centaines de vlogs. Et le premier mec qui a fait ça pour lui s'appelait D-Rock. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que Direct a été remplacé par un mec qui s'appelle Tyler. Et en fait, c'était lui, en fait, c'est Tyler. Et donc, je l'avais Mhm. vu dans plein de vidéos avec Gary parce que pendant plusieurs années, il l'a suivi caméra au point du matin au soir, quoi. Et c'est très beau parce que ce mec est fan de NFT. Donc, le premier truc qu'on a parlé, c'est NFT. Et donc, parce que en fait, ça fait 6 mois qu'il ne fait que du NFT, que du flip de NFT, s'intéresse aux NFT. Il écrit sur les NFT. Parce qu'en fait, il a un média avec une trentaine d'employés, un média qui ne parle que de pop culture, gaming, sport, collectible. Il est très fan des cartes de baseball, de NBA, physique à collectionner. Donc, il est dans Mhm. les collectibles depuis longtemps et il adore ça. Et donc, on a parlé de NFT pendant tout le reste du truc. Ça a duré 30 minutes. C'était trop bien. On a monopolisé le discours des 10 autres personnes, enfin des 8 autres personnes, mais ça c'est cool. Donc voilà, ma rencontre avec Taylor et c'était très 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 cool. Bah Voilà. écoute, ça va l'air. Ouais, moi, j'ai bien kiffé cette histoire-là. Et là, il travaille plus pour Gary, du coup, c'est ça? Non, il Il est travaille pas 100%. pour Gary, il est 100%. En fait, il est fondateur de ce SEO, de ce média-là, et il en vit. Il a une trentaine d'employés qui en vivent.
Et donc, il est à fond là-dedans, quoi. Il est à fond Ok. là-dedans, à fond. Et on vous mettra le lien de son média. J'ai oublié, c'est je sais plus quoi. 137, truc comme Ça, PM ou je ouais. sais pas quoi là. C'est un truc comme ça, ouais, c'est ça Ouais. exactement. Donc, c'était assez Euh, cool. Copenhague, c'était assez cool et la rencontre était assez cool. ok. Moi, j'étais déjà allé à Copenhague aussi dans le passé, mais avec ma famille. Et donc, c'était probablement moins cool qu'y aller avec sa copine, mais c'était quand même super. J'ai un bon souvenir de cette ville. Et voilà, j'ai rien d'autre d'intéressant à dire sur Copenhague. Je te propose de passer Commencer. au sujet du jour. Juste avant, mec, donc du coup, ça va bientôt la fin de l'année. Tout le monde tombe dans ces. Quelles sont les résolutions pour 2022? Je vais pas nous infliger la honte d'improviser en direct sur quelles seront nos prévisions pour 2022, ou bien alors pire que la honte, euh, le truc, les platitudes les plus communes, de dire qu'on va faire plus attention à notre santé, faire du sport et gagner de l'argent. Enfin, tu vois, c'est bon, tout le monde c'est pareil. Mais du coup, moi, ce que je fais là, c'est que je trie pas mal de choses sur mon ordinateur. Donc, j'ai des centaines d'emails non lus que je trie à la poubelle sans les lire. Mais enfin, bon, bref, tu vois, tout ça, je le fais régulièrement. Mais là, je mets un gros coup de nettoyage juste avant la nouvelle année. Et je suis allé dans mon organisation Chrome et j'ai regardé tous les favoris que j'ai listés depuis que je suis sur Chrome, donc depuis quelques années. Donc, il y a des dizaines, des centaines de liens qui sont affichés. La plupart sont périmés, des boîtes qui n'ont jamais, qui n'existent plus, des articles qui parlent de sujets qui sont plus du tout à jour, etc. Mais j'aime quand même repérer deux, trois trucs intéressants. J'ai repéré que dès 2018, fin 2017, j'étais déjà en train de creuser CryptoKitty à l'époque. Et j'avais commencé déjà, je me rappelle, à parler avec des mecs qui faisaient des dérivatifs de CryptoKitty. J'avais bookmarké un article qui parlait des 10 concurrents de CryptoKitty. Alors, tu as un CryptoLama, tu as CryptoDog, etc. Enfin, tu vois, des trucs complètement what the fuck à l'époque que je comprenais pas vraiment, tu vois. Et je me disais, putain, ça a l'air intéressant, tu vois. Et c'est une espèce de leçon de vie qui revient assez régulièrement ces derniers mois chez moi. C'est que je me dis, ah putain, si j'avais suivi mon instinct à cette époque-là, que je trouvais ça intéressant et que j'avais creusé un peu plus, probablement qu'aujourd'hui, ça aurait été un game changer. Genre, par exemple, il y a 1 an et demi, je sais pas si tu t'en rappelles, on en avait un peu parlé tous les deux, je pense. J'étais en plein dans, je veux créer mon indie game. Et Mhm. j'étais là en train de me dire, ok, je vais faire un petit jeu, etc. Et même si ça se vend pas, c'est pas grave. Au moins, je l'aurais appris. Finalement, je l'ai pas fait. J'ai juste regardé des vidéos sur YouTube pour savoir comment le faire. J'ai compris quelles étaient les grandes étapes par lesquelles il fallait passer, mais j'ai jamais passé le cap de faire mon propre jeu indie. Mhm. Mhm. Et or, aujourd'hui, si j'avais fait cet effort-là il y a quelques années, je serais probablement beaucoup, beaucoup plus avancé sur mon projet de Play to Earn sur lequel je suis en train de bosser et sur lequel je vais devoir repasser par tous ces basiques qui ont un peu disparu avec le temps. Après, ça va, Donc t'as ça, fait autre c'est... chose. Donc, c'est Oui, pas... bien sûr, tu vois, on sait jamais dire. Mais j'ai tendance, ces derniers temps, j'ai tendance à quand même à pas mal revenir sur enfin, à avoir des rappels. Euh, et donc voilà. Et du coup, j'ai retrouvé plein de liens de start-up desquels on va pouvoir parler un jour dans le podcast, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont toujours intéressantes et à côté desquelles je suis complètement passé jusqu'à présent. Et moi, si tu veux, j'introduis le premier sujet du jour après cette petite parenthèse. Attends, juste un truc. Je vous conseille tous d'aller écouter, toi aussi, que je fais ça régulièrement, le dernier épisode de Tim Ferriss. C'est De un l'année. Q&A, Ok. question-réponse. C'est son dernier de l'année. Honnêtement, allez l'écouter. C'est du Tim Ferriss, c'est tout ce qu'on aime. Et honnêtement, les questions qui sont posées sont plutôt bonnes. Et moi, j'écoute ça chaque année, enfin son Q&A. Et tu te rends compte qu'à chaque année, ben, il avance. Et là, son grand sujet c'est la paternalité. Et allez l'écouter. Et ça dure 1 heure et demie. Il y a quelques dizaines de questions, mais il y a des vraies questions super intéressantes sur la santé. Il donne plein de tips. Par exemple, voilà, bah, regarde, il a donné un tips et je vais le faire maintenant. Voilà. En gros, apparemment, il avait des Meilleure posture. problèmes ouais, il avait des problèmes dans les jambes, dans les articulations, etc. Et son médecin lui a dit, est-ce que quand tu es assis, tu croises tes jambes, tu vois, genre, tu les mets pas à plat, mais soit tu les croises totalement, jambes croisées sur le genou, soit tu mets un pied sur l'autre, mais en gros, tes pieds ne sont jamais à plat.
Il dit oui, effectivement, dès que je peux, j'essaie de caler mes jambes comme je peux, mais jamais à plat. Il dit ok, Mhm. super mauvais. Il faut toujours avoir les pieds à plat quand on est assis. Euh, et ça, tu vas voir, ça va être game changer pour tes articulations dans les jambes. Bon, bah voilà, je viens de changer ce petit tips. Et il donne plein de tips super intéressants. Donc vous irez voir. Tim Ferriss, dernier épisode. Il parle que de ça? Enfin, il parle quand même d'autres trucs, non? Non, non, il parle de plein d'autres trucs. Enfin, Ok, tu connais Tim Ferriss, je sais pas combien, je crois que ça dure 1 heure et demie, 2 heures. ok, Et il d'accord. parle Donc c'est. de tout. Enfin, il parle de, par exemple, dans ses bouquins, les premiers best-sellers qu'il a fait, est-ce qu'ils sont toujours à jour ou pas? Qu'est-ce qu'il ajouterait? Est-ce que sa méthode d'apprentissage est toujours la même? Pardon. Parce que tu sais, il a une méthode d'apprentissage bien spécifique qu'il avait développée sur son blog. Il dit est-ce que c'est toujours la même? C'est quoi les derniers trucs que tu as appris? Les dernières langues que tu es en train d'apprendre? Des techniques, des machins, des trucs. Donc, bon, Hmm. c'est du Tim Ferriss, quoi. Et Cool, bah vas-y, balance la sauce. Vas-y. alors, il y a quelques semaines, tu nous as parlé de Tiger Global, donc cette firme Ouais. d'investissement ce VC qui investit énormément d'argent à des valorisations qui sont un peu plus hautes parce qu'ils ont une thèse sur le marché qui est bien particulière. Allez revoir l'épisode si ça vous intéresse de comprendre. Je vais te parler d'une boîte dans laquelle Tiger Global a investi, enfin, à l'idée l'investissement. Ils ont levé 41 millions il y a quelques semaines, je pense, ou quelques mois. Ça s'appelle move.co, M-O-O-V.co. Alors, ça n'a rien à voir avec la crypto, ça n'a rien à voir avec le Web3. Là, on parle d'un business concret, réel, de la vie réelle des gens qui travaillent avec la sueur de leurs muscles et de leur front quand ils doivent réfléchir. Du coup, c'est quoi? C'est une plateforme qui te permet d'acheter et de revendre de l'équipement industriel d'occasion. Donc en Ok. fait, le sujet c'est quoi? C'est que une boîte, quand elle se lance et qu'elle installe des machines, quand elle installe des lignes de production, quand ça devient quand elle a besoin de faire appel à des équipements extérieurs, etc., ça demande un investissement en temps et surtout en argent qui est extraordinaire. La plupart du temps, ça leur coûte des centaines de milliers, voire des dizaines de millions de dollars de créer une ligne de production sur mesure pour eux, ou bien alors acheter des équipements, par exemple, de séquençage de l'ADN, etc. Donc, peu importe la boîte dans laquelle tu te trouves, que ce soit dans le retail, que ce soit dans la bio, dans la chimie, ou bien dans tout ce qui est food, production alimentaire, etc., ça coûte énormément d'argent de créer l'énorme machine en interne qui va te permettre de sortir tes produits. Donc, il y a un énorme investissement, il y a un temps de production, surtout avec le Covid, qui explose, c'est-à-dire que les usines qui fabriquent elles-mêmes les grands équipements pour ces autres petites usines ou usines de taille moyenne, en fait, elles sont débordées, il y a des problèmes d'approvisionnement en matériaux, en matières premières. Du coup, ce qu'on appelle le lead time, donc c'est-à-dire le temps qu'il faut à une usine pour créer ton outil, ta machine, en fait, il fait qu'augmenter. Il est des fois, en moyenne, il est de plus d'un an aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'une boîte investit énormément d'argent pour recevoir une machine dans un an, au moins minimum un an. Et en plus, le marché, on est dans une période de l'évolution dans le monde dans laquelle le marché change extrêmement vite. C'est-à-dire que ce qui était valable hier ne le sera peut-être pas après-demain. Et du coup, quand tu as un lead time qui est de plus de un an, avec des investissements considérables derrière, en fait, très vite, ça devient risqué d'investir pour acheter des machines toutes neuves, etc. Du coup, on a besoin de plus de flexibilité. Du coup, émergence d'un marché secondaire qui est le marché auquel s'attaque Move. Aujourd'hui, ils listent plus de 20 000 machines sur leur plateforme. Donc, c'est vraiment tout type de machines, hein. Ça peut être des lignes de production, ça peut être des grosses machines de séquençage ADN. Vraiment, il y a de tout. Vous pouvez aller regarder. Ils listent tout ça. C'est open access. La valorisation de leurs assets, c'est-à-dire du nombre de. Enfin, la valorisation de toutes les machines qui sont en vente aujourd'hui sur la plateforme, ça atteint plus ou moins 1,5 milliard de dollars. Et donc, il y a vraiment un gros truc. Et sur quoi ils se basent? En fait, ils se basent sur le fait que dans la vie réelle, les entreprises, entre elles, se rachètent souvent leurs machines quand elles sont usagées. Moi, j'ai des cas concrets autour de moi de gens qui ont fait développer des machines en interne.
et puis qui, au bout de quelques années, leur machine commençait à tomber en panne, etc., n'ont pas pris le temps d'aller les recréer à partir de zéro. Et donc, ils allaient voir chez les concurrents qui étaient parfois, qui avaient évolué, qui avaient plus dans leur machine, ou bien alors qui étaient en faillite, en cessation, etc., etc. Et ben, en fait, elles se rachètent leur machine entre elles. Donc, en gros, c'est plus simple la plupart du temps d'aller voir ton concurrent ou d'aller voir un concurrent qui est sur une zone de marché différente que la tienne et de lui racheter ses machines quand lui en a plus besoin. Et donc, il y a déjà un marché qui est là, qui est informel, qui n'est pas du tout structuré. Move vient et structure tout le marché, s'occupe en plus de toute la... Donc, en plus de la mise en vente, il s'occupe de la vérification, il propose une garantie sur la machine, il s'occupe de toute la logistique, c'est-à-dire que quand tu commandes une grosse machine, c'est compliqué en général de te la faire livrer. Du coup, eux font vraiment une solution de A à Z pour ces gens qui traitent des machines entre eux. Euh, je trouve ça super intéressant comme concept. C'est vraiment le back market B2B des grosses machines dans l'industrie lourde. Euh, et, On avait vu la même euh, chose pour le monde médical, tu te souviens? On avait vu une, une espèce de marketplace où tu étais un hôpital, ou une clinique ou n'importe quoi, tu avais des machines, tu pouvais les revendre à d'autres cliniques, à d'autres hôpitaux. Tu te souviens pas ah, de je ce me truc? souviens pas. Par contre, je me Ok. souviens qu'on avait parlé d'un back market de la kitchen, enfin de la Ouais, cuisine, il y a ça ouais quelques mois aussi. aussi. Donc voilà, tu Ouais, vois, ils fournissent aussi donc l'assurance. La plupart du temps, ils proposent aussi de refurbish, je sais pas comment on dit en anglais, de remettre à jour la machine, ça t'appelle. etc., de la nettoyer. Donc c'est vraiment super intéressant. Ils ont l'air d'être en pleine croissance et ils ont levé des fonds avec Tiger Global, donc C'est qu'aux c'est US, ça? intéressant. Je ne sais pas s'ils sont présents en Europe, mais en tout cas, leur zone géographique de base, c'est les US. Euh, et tu vois, en fait, moi, je connais plein de gens autour de moi. Je sais bien qu'il y a un type que je connais qui a une énorme, enfin, je connais par personne interposée, qui a une énorme usine qui fabrique des gaufres. Euh, et, euh, et ce mec-là, il y a quelques années, a fait un investissement considérable entre 2 et 3 millions d'euros pour une petite PME qui embauche moins de 50 personnes, je pense. 2 ou 3 millions d'euros d'investissement pour créer une ligne de production pour ces gaufres. Ça lui a pris 1 an ou 2 pour recevoir la machine, l'installer, puis ensuite, t'as tout plein d'autres problèmes qui émergent à ce moment-là, tu vois, mais c'est vraiment un vrai besoin pour ces gens-là de pouvoir s'approvisionner vite en machines qui sont prouvées et éprouvées et pouvoir les remplacer à moindre coût et les acheter du coup aussi à moindre coût. Mm. Et en plus, si on leur propose un marché liquide sur lequel ils peuvent revendre leurs machines qui ne sont plus usagées, ben c'est tout bénef. Donc je comprends tout à fait l'intérêt d'une boîte comme Move. Je me réjouis de voir. C'était typiquement le genre de boîte qui m'intéressait énormément il y a quelques années parce que j'ai toujours eu un goût, je pense que toi aussi, pour l'industrie un peu plus lourde. Mhm. Euh, mais, euh, mais comme on le disait juste avant de commencer le podcast, on a un gros problème avec Jedi, c'est qu'on a des listes et des listes et des listes de boîtes de ce type-là qui sont successful et qui sont intéressantes, etc. Mais juste, nous, à titre personnel, là, il y a quand même une baisse d'intérêt pour ce genre de boîte. Enfin, je parle pour moi, là, je pense que tu es d'accord avec moi. Je Ouais, sais pas si toi, la tu voulais le même. dire, Non, mais non, moi, la même. du coup, je vais le dire. Et, euh, et en parler sur le podcast, ça devient de plus en plus difficile. Alors, celle-là, elle a passé le filtre de l'intérêt de base. Et donc, je suis content de vous en parler. Mais voilà. Je sais pas si tu te rappelles, enfin, pour rebondir sur le sujet de la boîte, est-ce que des fois tu te balades sur Alibaba, la version Ouais. business, et là tu peux trouver aussi Tu trouves des des trucs assez incroyables. tout complets. Moi, à un moment donné, Ouais. je voulais savoir comment marchaient les cuisines autonomes, les robots cuisine, quoi, mais les grands Ok. robots cuisine. Tu sais, il y avait, et c'est comme, en fait, on avait une boîte chez The Family qui s'appelait Kala, Mhm. qui est en fait un robot qui fait des pâtes. Et en fait, je voyais le robot faire des pâtes. Je me suis dit, putain, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Genre, Mhm. en fait, c'est très compliqué, hein. Attention, c'est Mhm. très compliqué. Mais je me suis dit, putain, le robot, il a pas l'air du tout complexe. Je suis sûr que c'est un truc, tu vas sur Alibaba et tu peux trouver un robot qui fait tes pâtes, quoi. Et du coup, effectivement, tu vas sur Alibaba, tu tapes Robot Kitchen, Automated Kitchen, et tu as un truc en aluminium gigantesque avec un wok au milieu. Et en fait, tu as les bras et ils te disent, bah, en fait, tu peux mettre autant d'ingrédients et ton robot, il cuisine le plat. Tu mets le minuteur et donc il fait tourner le wok et puis le wok, il se retourne et il met ça dans une assiette, quoi.
Et donc, je C'est m'amusais à incroyable, regarder hein. ça. Ouais. Et genre, c'était pas cher. Enfin, c'était pas cher. Je crois que c'était un truc, quelques dizaines de milliers d'euros, tu vois. C'est moins de 20 000 euros, tu vois, pour avoir un robot qui cuisine. J'étais là en mode, putain, c'est ouf quand même. Ouais. Ce Mais- qui est difficile dans ce cas-là, c'est du coup, c'est de la livraison du robot. ouais. Mais alors, tu vois, la question que je me suis posée par rapport à la plateforme Move, c'est dans quelle mesure il n'y a pas des mecs un peu malins qui sont déjà dans l'industrie, qui pourraient écouter le podcast, ou dont les potes pourraient écouter les podcasts, qui pourraient se faire un petit business d'arbitrage où, en gros, ils vont dans les usines des environs, ils visitent un Mhm. peu justement les usines qui sont pas au courant que ce genre de boîte existe. Ils leur disent, bon, ben voilà, je vous propose de vous revendre votre machine. Je prends une commission de Une commission, ouais. 20%, combien vous en voulez, etc. Blablabla. Et lui, il fait juste que le listing sur la plateforme comme une plateforme comme Move, quoi. Je suis sûr qu'il y Et a moyen de il y a faire. moyen de faire du cash comme ça, à mon avis. Ouais. Ouais, non, mais oui, oui, clairement. Après, il faut voir si Move opère en Europe, mais même faire un move tout court, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais ça, c'est-à-dire que tu vas dans les usines, tu fais la liste de toutes les usines qui traitent de Mhm. la Ah, boulangerie en industriel, ouais. France, ouais, ou en Europe. Tu fais la liste de toutes, tu les contactes toutes en mode, je peux vous racheter votre machine avec un discount, et puis tu vas voir les autres et dis, il me faut juste des photos. Donc les boîtes, Mhm. elles t'envoient les photos de leur machine et les specs. Et toi, derrière, tu contactes toutes les autres et tu dis, bon, on a une machine à vendre, voici les specs, voici le truc, et on vous le vend avec un premium livré en une semaine. Enfin, je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs, quoi. Ah non. C'est très barbare, mais il y a moyen de faire des trucs. Après, ça doit être super chiant, quoi. Genre, il te faut un camion, donc il faut que tu contactes un camion, une usine de Mais tu transport. passes par une boîte, tu passes par on Truck, là, ou je sais pas quoi, là, la boîte qui fait de la livraison, en gros, service logistique as a software. Ah ouais. Euh, Et pareil si tu dois le stocker, tu passes par une boîte comme Spacefield ou un de leurs concurrents pour stocker la marchandise s'il faut la stocker. Et puis voilà. Non, c'est le genre de business qui peut être relativement vite automatisé. Si tu prends des belles marges et que tu as un bon flip à faire, à mon avis, tu peux gagner de l'argent vite. Mais en effet, bah, comme je le disais au tout début en introduction, c'est de la sueur, c'est des problèmes. C'est pas une collection de Par contre, ça doit NFT. être des putains de marges, hein. Je sais pas c'est quoi les marges, mais ça doit être des putains de marges. Et il doit pas y avoir 1000 mecs qui font ça sur Oui, le c'est terrain, ça, quoi. peu de concurrence. Peu de concurrence. Ouais. Euh, Voilà, c'était tout pour cool. Move. Si Pour toi, tu veux moi. parler d'autre chose. Ouais, moi j'ai découvert une petite boîte là. J'ai découvert une petite boîte, donc juste quelques chiffres. J'ai trouvé les chiffres des USA et de la Chine. Aux US, il existe, on va parler de Dark Kitchen. Aux US, il existe 1500 Dark Kitchen. Et en Chine, il en existe 10 000 approximativement. C'est énorme. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Peut-être que toi, tu trouves ça peu, mais moi, je trouve ça énorme. Il y a Je combien aux parle des US, chiffres t'as de dit 2000? 1500. 1500. Donc, je vous rappelle, Dark Kitchen, t'as pas de salle, tu as juste une petite cuisine et tu fais de la livraison, de la vente à emporter principalement. Et en fait, l'immobilier ne sert qu'à cuisiner ou, alors là, du coup, on va en parler, ou combiner les produits entre eux et les donner au livreur, quoi. Et en fait, il existe une boîte qui s'appelle Wowbao, W-O-W-B-A-O. Pourquoi tu rigoles? Tu connais Parce que Wowbao? j'ai lu le même article que toi juste avant cet épisode, à mon avis. T'es sérieux? Putain, ça- Oh J'ai failli en merde. parler, j'ai failli la lister. C'est bon, c'est pour toi. Et tu Vas-y, je connais suis content. Wowbao du coup? Bah du coup tu connais Oui, Wowbao. oui, un Ok. petit peu. Vas-y, Ok, raconte. ok. Du coup, pourras peut-être agrémenter ce que je dis. Bon, en gros, Wowbao, c'est quoi? C'est une société qui a une chaîne de Dark Kitchen, mais ce n'est pas elle qui opère les Dark Kitchen. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet à n'importe qui, restaurateur ou pas, en tout cas quelqu'un qui a un minimum, et donc ils disent le métrage minimum à 10 avoir en mètres tant que carrés, cuisine. un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et qui a 2000 dollars d'investissement initial, c'est le Mhm. ticket d'entrée minimum pour pouvoir opérer du Wowbao, de lancer sa propre Dark Kitchen. Et donc, en fait, Wowbao fait quoi? Il permet à ce futur restaurateur d'utiliser la marque Wowbao. Il lui livre tout le matériel nécessaire pour préparer les plats, sachant que les plats sont tous pré-cuits et pré-congelés. Mhm. Donc, tu n'as pas besoin de cuisiner sur place, ou alors tu as très très peu de cuisine à faire, tu as le minimum de la cuisine à faire, ou alors il faut juste que tu réchauffes. Comme
toutes ces boîtes-là, parce qu'après, on en a une en France qui en fait est très connue et je me suis souvenu de ça, j'avais fait quelques recherches. Comme ces boîtes-là font, en fait, il n'y a pas besoin de faire de marketing. C'est eux qui s'occupent de la distribution. Donc, toi, tu sais que tu vas avoir des commandes qui vont tomber le soir, le midi. Tout ce que tu as à faire, c'est juste empaqueter les ingrédients le plus vite possible et les donner au livreur le plus vite possible. C'est peut-être le même article, alors je ne sais pas. Dans l'article, il expliquait que ce modèle-là, il marche très très bien dans les petites villes qui sont assez, qui sont entre les petites et moyennes villes qui n'ont pas de restaurant chinois. Donc apparemment, aux US, alors, je ne sais pas si c'est le cas en Europe, mais toutes les villes ont un resto chinois. Sauf certaines villes qui sont à une taille spécifique, qui du coup n'attirent pas quand un Chinois il veut lancer son restaurant chinois, il fait son étude de marché, il se dit non, cette ville-là elle est trop petite, je ne vais pas y aller, donc je ne vais pas lancer mon restaurant. Ben, ça, c'est la ville parfaite pour Wobao. Et il y a aussi quelque chose d'autre. La majorité des Wobao sont dans des aéroports. Je sais pas si c'était écrit aussi dans l'article. Et en fait, c'est assez intéressant. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Et donc, ils expliquent pourquoi c'est dans les aéroports. En fait, c'est stratégique, principalement pour du marketing, parce que apparemment, les gens qui sont dans les aéroports, et c'est pas qu'apparemment, parce qu'en fait, je me rends compte qu'à chaque fois je vais dans un aéroport, je fais la même chose. Les gens qui vont dans les aéroports sont beaucoup plus enclins à prendre des risques au niveau de la bouffe et de tester des choses. Genre, ils vont voir des fast-food, ils vont se dire, oh tiens, lui, il a l'air cool, il me reste 30 minutes devant moi, je n'ai pas le temps de trop le chercher, vas-y, je vais là-bas, je vais tester. Et du coup, c'est là qu'ils vont tester des nouvelles marques, Wow potentiellement. Et s'ils aiment, quand ils rentrent chez eux, ils diront, putain, j'ai bien aimé le Wow là à l'aéroport de Copenhague, vas-y, je vais regarder s'il n'y a pas un Wow ici. Je savais pas en fait, je savais pas que c'est un comportement humain qu'on a et du coup c'est une stratégie pour eux, c'est d'ouvrir dans les aéroports principalement. D'ailleurs, la majorité des Wobao sont dans des aéroports. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien aussi que on avait parlé de ça dans un des épisodes. On avait parlé d'une marque de robots qui préparent des cafés. Ouais. Et Caféix. ouais, c'est ça. Et eux, ils n'ouvrent que enfin, principalement dans des aéroports aussi. Donc, c'est peut-être aussi, tu te dis, je sais pas, je vois un robot qui fait les cafés, tu es dans un aéroport, tu as un peu fancy, tu as envie de tester, tu vas te faire servir un café par un robot, quoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, en Europe, est-ce qu'on a une boîte comme ça? Et en fait, en France, on en a une. On a Taster. J'avais totalement On n'est zappé. pas. C'est une super boîte, Taster. Ils ont fait une levée de série B cette année, je pense. Boîte française, Taster. Si vous êtes dans Paris, vous commandez souvent sur Deliveroo, il est très probable que vous ayez déjà commandé du Taster. Et en fait, Taster, c'est exactement la même chose. Ils permettent à des restaurateurs, pour le coup, de vendre des produits testeurs sous la brand Tester, distribués par Tester. Donc, Tester a une équipe de marketeurs qui ne fait que du marketing et des ads pour que les gens connaissent Tester et commandent sur Deliveroo. Et donc, potentiellement, si vous êtes des restaurateurs qui utilisent un marque Tester, bah, quelqu'un va commander chez vous grâce au marketing que Tester a fait pour vous. Tu es devant le truc, là, c'est avec une Mm. langue. Et du coup, ils font principalement de la street food coréenne et asiatique. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai déjà commandé, j'aime beaucoup, en fait, ils en ont un qui fait des burgers Mm. aux aiguillettes de poulet frits, qui est super bon. Et en fait, quand tu commandes, bah, tout est brandé Tester, quoi. Tout le truc est brandé Tester. Et j'avais totalement zappé cette boîte. Et en fait, Tester fait exactement la même chose. C'est la même chose. Alors, peut-être à quelques spécificités près, mais voilà, quoi. Donc, ce nouveau modèle où, en gros, tu fournis tout au restaurateur, sauf la prestation de restaurateur. Et c'est lui qui doit juste tout empaqueter et donner au livreur, quoi. Genre, vraiment, tu lui donnes un restaurant clé en main, quoi. Et Donc, tu fais tout comment le ça se reste, passe? qui est peut-être la partie la plus chiante. Comment ça se passe, c'est que en gros, donc Wowbao a une usine de production ou bien alors a outsourcé sa production dans une usine. Ils reçoivent tous les trucs qui sont déjà pré-cuits ou ils n'ont plus qu'à les assembler ensemble dans un Ouais, centre de stockage. Ce centre de stockage distribue tous les plats et tous les conditionnements Wobao chez leurs restaurateurs, enfin voilà, exactement. chez des restaurateurs. Et ces Exactement. restaurateurs-là, eux, ils ont pignon sur rue. Soit ils ont une petite vitrine et ils vendent des trucs Wobao derrière une vitre,
soit ils ont un vrai restaurant et ils peuvent servir à table, etc. C'est ça le délire. Je sais pas si tu as un vrai restaurant, tu peux. Je pense que c'est Focus Dark Kitchen. Je pense que c'est Ah, ok, Focus Dark donc ils Kitchen. livrent des dark kitchen et à ce moment-là, les gens ne peuvent commander que via des apps pour les C'est recevoir, ça, c'est ça? exactement. Ok. Ouais, c'est Ou ça, via c'est leur ça, c'est site ça. web, etc. Ok, C'est d'accord. ça, ouais. C'est ça. Et en fait, c'est Wobao qui fait le marketing pour que tu découvres qu'en fait, rue 14, rue de Rivoli 14, il y a un Wobao qui est super bon et ce serait bien que ce soir t'achètes, quoi. Hmm. Comme tous les ads qu'on se mange dans la tête quand vous êtes quelqu'un qui commande souvent. Si vous êtes dans une ville où vous commandez régulièrement, Deliveroo, Uber Eats, si vous êtes à Paris, il est très probable que ce soit le cas, euh, vous vous êtes rendu compte que en fait, vous prenez plein d'ads dans la gueule. Moi, je m'en rends compte quand je suis dans Paris et que j'ai commandé 2, 3 fois sur Deliveroo. Après, sur Instagram, je n'ai que des ads de bouffe. Je sais pas toi, Hmm. mais j'ai que des burgers, des machins dans Paris. Ils te donnent l'adresse, ils disent on est disponible sur Deliveroo, etc., etc. Bah, eux, ils font la même chose, quoi. Hmm. Ok. Intéressant. J'aime bien ce modèle de boîte. J'aime bien aussi, je me suis souvent fait la réflexion qu'il n'y avait pas de chaîne de restaurants asiatiques pour les, pour laquelle tu peux avoir, dans laquelle tu peux avoir entièrement confiance. C'est-à-dire, tu sais que c'est de la bonne qualité, tu sais que c'est bon, tu sais du coup, tu sais qu'il y a un effort sur la provenance et sur l'origine et sur la préparation des repas, et qui en même temps est présente un peu partout en France ou en Europe, en Belgique. Le marché du restaurant asiatique est hyper morcellisé. Ouais, ça, morcellisé. Euh, dans plein de Morcelé, je petits. sais pas, c'est vrai, ce mot, il est Morcelé. Ouais, compliqué. Il est compliqué. non, ouais. T'as raison, morcelé. J'étais en train de bugger là-dessus, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Et du coup, il est morcelé, ce marché de la restauration asiatique. Je pense que le marché de la distribution d'aliments asiatiques, il est relativement bien centralisé. On me dit qu'il ne doit pas y avoir énormément d'acteurs. Enfin, c'est mon intuition. Parce que si tu regardes un petit peu, je sais pas si tu as déjà fait l'expérience, d'ailleurs, c'est un truc qu'il faudrait creuser. Les sushis que tu manges à Paris, quand tu vas pas dans un vrai restaurant japonais, quand tu vas dans un restaurant chinois qui fait des sushis, tu vois, c'est tous les mêmes, partout. Les mêmes barquettes, ça, ils ont tous le même fournisseur en packaging. Mais même les aliments, même la présentation, tout est pareil. Même les Mhm, cartes sont pareilles. Donc, à mon avis, il doit y avoir deux, trois gros acteurs mhm. qui empaquettent tout ça, qui livrent tous les restaurants chinois qui font du japonais en parallèle. Et eux, derrière, ils ont juste qu'à assembler, faire le sushi, etc. Mais tout arrive du même producteur, j'en Je, suis je dois, quasiment, je dois quasiment t'avouer une sûr. chose, j'ai quelqu'un dans mon immeuble, je sais pas si je suis censé le dire ou pas, bon, c'est jamais. J'ai quelqu'un dans mon immeuble qui est cuisinier pour un restaurateur, c'est des Asiatiques qui cuisinent pour des Hmm. restaurants asiatiques. Tu sais, le fameux documentaire qu'on avait vu Ouais, c'est à à Belleville, ouais. Belleville, ouais, Ouais. bah, j'en ai un dans mon immeuble. Et en Mais fait, il y a de la chance, hein. il Qu'est-ce qu'il fait dans est. ton immeuble? Je sais pas, mais il Il est a dans mon réussi. immeuble. Bah, en fait, je sais pas du tout, mais en gros, ouais, ils font des gyoza Ok, au Leyland toute classique. la journée. Gyoza, gyoza, gyoza. Et donc, ils donnent rendez-vous. Je sais exactement le rendez-vous enfin, c'est au bout de ma rue, quoi. Au bout de ma rue, je sais exactement la meuf qui descend avec ses gyoza et qui va au bout de la rue, qui attend le restaurateur. Et du coup, tu as un restaurateur qui arrive et il donne une petite enveloppe. Hop là, il prend les gyoza, ça va, et hop, là, il se barre et il rentre dans son resto, quoi. Hmm. Donc, j'ai un producteur et fournisseur des gyoza. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on est en train de raconter, il y a un super documentaire sur YouTube qui explique ce qui se passe à Belleville à Paris. Belleville, c'est un peu le quartier asiate, on va dire. Ouais, je sais pas. Ouais, enfin, il y a beaucoup Il y a un peu d'asiates de en tout tout cas. là-bas. Ouais. Ouais, il y a un peu de tout, mais en fait, avant, c'est les Algériens, si je dis pas de bêtises, je crois, et du coup, ils ont été remplacés par des Asiates, en fait, donc il y a principalement que des Asiates. Et en fait, là, il y a des centaines d'Asiatiques clandestins dans les immeubles qui, leur métier, c'est de cuisiner toute la journée. Des bao, des gyoza, etc. Tout ce qui est cuisinable chez soi. Et ils en font des Tupperware géants. Et en fait, ils distribuent ça au restaurant
dans Paris pour que les restaurateurs dans Paris chinois, enfin les restaurateurs chinois dans Paris, n'aient pas à cuisiner ça chez eux, mais que tout soit déjà prêt à l'avance, quoi. Et donc, dans le documentaire, vous voyez des trucs, exactement la même scène. C'est ça le truc, genre, on était sûr qu'on avait quelqu'un dans notre immeuble, et puis j'ai plusieurs fois ensuite vu, effectivement, rempli de gyoza, descendre, aller le donner. Et c'est exactement comme dans le docu, quoi. Elle va donner ça au restaurateur, il se file la petite enveloppe, allez, salut. Et c'est un prix fixe par gyoza, et c'est trop bon, quoi. Donc, voilà, peut-être que vos Donc, il gyozas manque sont faits dans mon immeuble. pour conclure là-dessus, moi, je pense qu'il manque vraiment une chaîne qualitative qui scale vite de la restauration chinoise, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'un Big Mama à la chinoise, mais ça peut avoir de la gueule, tu vois. Alors Big Mama, c'est plutôt premium, tu vois, mais je suis certain qu'il y a moyen de faire un asiatique tout aussi premium qui est présent partout en France au bout de quelques années et qui fait de la qualité sans trop, tout en profitant du scale et de l'espèce de productivisation de la plupart des plats. Donc voilà, intéressant. On peut se reconvertir en gyoza si les NFT et la crypto ça fonctionne pas. Hein. On peut vendre des gyoza, mec. Ouais, je peux nous trouver un fournisseur et tout, produit. Ou ouvrir un restaurant belge à Paris, histoire de vraiment coller avec toutes les idées reçues. On leur donnera du grain à moudre aux Français. Il faudra avoir un NFT pour accéder au restaurant, évidemment. Juste pour le principe. Ok. Bon, il y avait un autre truc dont tu voulais me parler? Non, moi, j'ai rien d'autre. Et toi? Non plus. Je pense que, Bon, ben, je pense que on le souhaite reste, les on le bonnes garde. fêtes à notre audience. Ouais. Bonne fête à vous. Amusez-vous bien. Restez près de vos proches. Pensez à vos animaux. Vous avez des animaux à la maison, certainement. Il faut penser à eux aussi pendant les fêtes. Et nous, on se revoit début d'année, quoi. Ce sera début Ouais. d'année parce qu'on va tourner l'épisode avant. Je pense j'ai calculé, c'est le 30 qu'on tourne l'épisode. Donc, Ouais. Pas de chômage pour FarmSpot, malheureusement. non. Ou malheureusement ou heureusement d'ailleurs. Hein. Ouais. Heureusement C'est pour rien. vous, je suis sûr que. Oui. Et apparemment, on a d'après les petites interviews qualitatives de notre audience, il y en a beaucoup ici qui écoutent notre podcast pendant qu'ils font la vaisselle ou le Ouais, bah là, vous aurez ménage. de quoi faire. Vous devrez ranger tous vos trucs, tout votre bordel après vos fêtes et vous pourrez écouter FarmSpot tranquillement Tranquillement. ou bien alors près du sapin en somnolent après une soirée trop arrosée. Voilà. Donc voilà. Bon. Bah écoute, c'est un plaisir. Oui, bonne fête à tout le monde. Profitez bien de vos familles. On se revoit au Nouvel An ou à juste après. Et on reviendra avec des super infos, des super invités. Ça commence à se concrétiser, c'est hyper intéressant. Dans la foulée, on aura le week-end Farm Spot au ski, le week-end du 23. Tout le monde est Donc, sélectionné, là, tout le monde ouais, sait, enfin, on sait qui vient. On est full, on est étonné, mais ouais, on est ouais. full pour le week-end, donc ça va être trop bien. Je me réjouis de voir. Et on va produire du contenu, les gars. Donc, enfin, les gars, les filles, vous allez voir, ça va vous donner envie d'acheter notre NFT si c'est pas déjà fait. Et peut-être qu'il faudra se dépêcher, parce qu'il y en a presque plus bientôt. Hein. Et on va Ouais, augmenter ça le prix part. peut-être. Hein. Ça Pourquoi part. pas? On sait pas. Qui sait? Qui Ah, sait? qui Tiens. sait? 2021, résolution, qui sait? Non, mais oui, il en reste la moitié. Je pense qu'il reste la moitié des NFT Ouais. pour les week-ends. Donc, n'hésitez pas à sauter dessus. Je te laisse. Ciao, ciao, Ciao. mec. Ciao. Bonne journée. Toi aussi.